aujourd'hui nous intéresser au sujet d'EP1, donc toujours métier de la mode, vêtements flous, session 2023. Je vais commencer par vous présenter le sujet. Donc le sujet a 15 pages. On a ici tout d'abord le sommaire du travail qui sera demandé. Une présentation du modèle sur lequel nous allons travailler pour le patronage principalement. Enfin, ce sera le sujet commun à tout l'exercice, hein, même pour le dessin et les petites questions. Donc, on travaille sur une jupe. Donc, on est sur une jupe de base qui va être transformée pour devenir une jupe portefeuille avec un empiècement en haut. Ici, sur la 4e page, vous avez le travail qui va être demandé. Donc, ça se décompose en 3 parties. Tout d'abord, une partie stylisme là, qui va correspondre au dessin de style. Là, je vais vous montrer les pages. Par contre, le dessin n'est pas du tout mon rayon. Donc, je ne vais pas vous faire la partie dessin. On va juste regarder les pages concernées, mais je vous laisse être créative de votre côté. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie patronage. Donc vraiment, c'est vraiment le plus gros du sujet, hein. C'est ce qui rapporte le plus de points. Je crois que c'est quelque chose comme 12 ou 13 points. Donc c'est vraiment la partie principale de ce sujet de P1. Et ensuite, vous avez ici des petites questions auxquelles il va falloir répondre. On va les voir. Choix du pied presseur, choix d'une solution technique, etc. Donc ça, on va le voir ensemble. Ici, si on continue rapidement, pardon, ça c'est déjà vu. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle les planches d'ambiance. Donc, les planches d'ambiance, c'est ce qui va servir justement au dessin de style. C'est des planches d'inspiration, puisque ensuite, alors je vais aller directement à l'exercice de dessin. Voilà. Donc, sur l'exercice de dessin, on vous demande... hop, excusez-moi. Donc, vous avez ici le support sur lequel vous allez devoir dessiner. On vous demande à partir du dossier source 5 sur 15, donc c'est-à-dire cette fameuse planche d'ambiance, planche d'inspiration, dessiner au crayon de papier 2 frises à broder en appliquant le principe de répétition, en variant les proportions et le rythme. Donc là, vous avez motif 1, motif 2, en vous inspirant des dessins représentés dans cette planche. Voilà. Donc vous avez des triskel, des arabesques, enfin bref. Donc là, je vous laisse vraiment regarder le sujet vous-même parce que c'est vraiment pas du tout mon rayon. Mais juste voilà, à partir de cette planche, vous allez devoir faire proposition d'un motif et d'un deuxième motif. Et ensuite, donc on vous le demande au crayon de papier. Pour ça par contre, il faut bien respecter. Si on vous demande au crayon de papier, vous ne mettez pas du feutre. Et ensuite, dessiner au crayon de couleur la frise décorative sur l'empiècement en adaptant l'échelle. Donc ici, vous allez choisir un motif de frise. Donc cette fois-ci, coloré au crayon de couleur. Donc je vous conseille d'emmener une boîte de crayons de couleur. Alors pour celles qui sont férues de dessin, vous avez certainement de jolis coffrets de crayons que vous aurez envie d'emmener ou pas d'ailleurs. Pour les autres, une simple boîte de crayons de couleur de supermarché suffit amplement. Moi, je vous conseille de partir avec une boîte de crayons de couleur, simple, hein, pas besoin d'avoir 25 couleurs. Une boîte de feutre, parce que parfois, on demande de dessiner au feutre. Mais pareil, vraiment quelque chose de très simple. Si vous avez des enfants, des neveux, des voisins, ou je ne sais quoi, à qui vous pouvez les emprunter, faites-le. Voilà. Parce que c'est très aléatoire en fait. Donc, ayez ce petit matériel avec vous et ça se passera bien. Voilà, donc ici 2 motifs et une frise sur l'empiècement. Donc uniquement sur cette partie-là, on ne dépasse pas en bas. Voilà, donc pour le dessin, je vais m'arrêter là. Ensuite, je reviens au sujet. Alors ça y est, je suis perdue. Voilà, ici, je vais vous donner un autre
conseil que vous êtes libre ou pas d'appliquer. Ces dernières années, les sujets de patronage n'étaient pas spécialement difficiles, mais ils étaient longs. Et il faut faire attention à se dire, bon, j'ai 3 heures d'épreuve, je prends mon temps pour le dessin, etc., pour patronner. Et en fait, le problème, c'est d'arriver à la fin avec ces petites questions et de ne pas avoir le temps d'y répondre, pas avoir le temps d'y réfléchir ou d'y répondre correctement. Moi, mon conseil, c'est de consacrer maximum 3/4 d'heure au dessin et à ces petites questions. C'est-à-dire dans la mesure du possible, si elles ne sont pas dépendantes de l'exercice de patronage, d'y répondre dès le début. Et ici c'est le cas. Donc, il suffit de les lire pour le voir. Hein. Rien ne se rapporte à ce qui est fait précédemment. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer par ces questions et par le dessin, en 3/4 d'heure maximum. Et comme ça vous laisse tout le temps pour faire votre patronage. S'il vous reste du temps à la fin, rien ne vous empêche de venir peaufiner votre dessin, de venir revérifier ou compléter vos réponses à ces petites questions. Mais vraiment, je vous conseille de ne pas consacrer trop de temps à ces deux parties-là et vraiment miser maximum sur le patronage. Donc on ne néglige pas, mais on essaie d'aller assez vite. Donc nous avons vu le dessin de style. Je continue d'avancer dans le sujet. On a ici le descriptif du modèle sur lequel on va travailler pour le patronage. Donc les dessins techniques qui sont très importants. Donc ça c'est la jupe telle qu'elle sera à la fin. On a vu la jupe qui se transforme en portefeuille. Donc avec des éléments qu'il faut bien lire, un empiècement coupé dans le biais. Alors j'ai surligné certaines choses parce qu'elles peuvent nous apporter des informations sur tout ce qui est marge de couture, droit fil, etc. Donc ça c'est des éléments importants après dans l'exercice. Ici on a la nomenclature avec les numéros des pièces, le nombre de pièces qui sera à couper, quel type de tissu. Ici, les fiches de transformation. Donc ça, c'est le travail qu'on fera. Il y a 2 fiches de transformation pour le patronage. Ça, c'est le travail que nous allons faire ensemble. Voilà. Et quand on continue à avancer dans le sujet, on arrive ensuite à ces fameuses petites questions que je vous propose de traiter tout de suite parce qu'elles sont relativement simples. Donc ici, vous avez le descriptif des modèles des jupes et les photos des jupes. Donc le jeu consiste juste à remettre les numéros sous le bon type de modèle. Donc la jupe culotte, sorte de culotte très ample. Donc la jupe culotte, on va la placer ici. Alors selon les exercices, soit c'est évident, soit vous pouvez procéder par élimination. Si vous avez un doute sur un truc, vous pouvez procéder par élimination aussi. La jupe plissée, jupe droite ou évasée avec des plis. Donc la jupe plissée, on va la mettre ici. Ça va être la numéro 2. La jupe portefeuille comportant un panneau qui se rabat et se boutonne à la ceinture. Donc c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, donc c'est celle-ci. La jupe trapèze, moulante au niveau de la taille et s'évase ensuite. Une forme trapèze, donc c'est celle-ci, la 4. Et enfin, la jupe à volant, c'est bien, une jupe à volant, la 5. Voilà, vous voyez, ça se traite très rapidement, ces petites questions-là. Donc, le mieux, c'est vraiment de les éliminer directement, comme ça, on est tranquille. Donc voilà pour ça. Ensuite, si je reprends le sujet, on nous dit ici choisir le pied presseur correspondant au montage de la fermeture invisible. Donc là, vous avez différents pieds presseurs. Et ici, vous avez le pied téflon, le pied à fermeture éclair. Celui-là, c'est le pied à... Celui-là, je ne sais pas trop ce que c'est en réalité. Peut-être pied passe-poil. Il y a
une rainure, enfin un arrondi ici. Ça, c'est le pied pour faire les roulotés. Ici, c'est le pied presseur standard. Et le pied à fermeture invisible, du coup, vous le connaissez. Il a deux petites rainures en dessous pour faire passer les dents et pour bien relever les dents pour aller piquer en dessous. Donc, la réponse à la première question, choisir le pied presseur correspondant au montage de la fermeture invisible, c'est celui-là. Ensuite, choisir et justifier la solution technologique pour le montage invisible de la fermeture à glissière. Donc, le montage d'une fermeture à glissière, une fermeture invisible. Le principe, ça va être... attendez, j'ai pris une pièce d'étude que j'avais faite. Voilà. Donc, le principe de la fermeture éclair invisible, voilà, c'est net là, c'est que vous avez votre fermeture éclair. Et ensuite, vous avez ici votre tissu avec un rempli de chaque côté. Et quand vous fermez, principe, la fermeture est invisible. Voilà. Et vous n'avez pas de surpiqûre sur une fermeture éclair invisible. Donc on va regarder les différents dessins et voir ceux qu'on peut éliminer très rapidement. Si je regarde celui-ci par exemple, c'est un montage de fermeture éclair. Alors effectivement, ici les deux morceaux du tissu sont jointifs. Par contre, ici on a des surpiqûres. Donc surpiqûre, ça peut pas être ça. Celui d'à côté, on n'a pas du tout les tissus jointifs ici. Donc la fermeture est pas du tout invisible. Ça peut pas être ça non plus. Ensuite, il nous en reste deux. Alors ici, on a un montage un peu particulier avec un chevauchement ici. Vous voyez, il y a les bords. Hop. Il y a un côté qui chevauche l'autre d'un millimètre ou deux. Et quand on regarde une fermeture invisible, il n'y a évidemment pas de chevauchement. On est bien sur le même niveau. Donc, ça ne peut pas être ça. Et cette solution. Donc, notre solution technique, ça va être celle-ci. Quand on regarde le schéma, on a bien la fermeture visible. Ici, la piqûre qui passe sous les dents de la fermeture et qui maintient jointif les deux côtés du tissu. Alors ici, vous avez une première couture. Parfois, ça peut être une piqûre qui est faite pour maintenir la fermeture éclair invisible avant de la coudre vraiment sous les dents. On ne la fait pas forcément, je ne la fais jamais celle-ci, mais voilà, ça peut arriver. En tout cas, ici, la justification, c'est les deux bords du tissu qui sont jointifs, pas de surpiqûre, voilà. Ça devrait suffire comme justification. Ça, c'était le dessin. Et ensuite, on a une dernière question. La finition de bord de taille se fait à l'aide d'un doublage thermocollé. Effectuez un choix de matière et justifiez votre réponse. Hop. Donc, le choix de matière, on nous parle de doublure thermocollée. Donc, thermocollée, c'est une toile qui se colle à la chaleur. Ici, la toile tailleur, c'est une toile qui est maintenue avec un point spécifique. Donc, on n'est pas thermocollé ici. Donc, ça ne peut pas être ça. La feutrine, fibre synthétique compressée et feutrée, c'est pareil, ça ne colle pas. Donc, c'est pas ça. Et ici, on a bien toile thermocollante. Permet de thermocoller des tissus moyens à épais en gardant la souplesse. Donc, ça va être celui-là. La justification, c'est que cette toile colle. Je mettrai comme ça. Voilà. Et enfin, dernière question. Sélectionnez les règles de sécurité à respecter au poste de piquage. Donc, règles de sécurité. Vous avez donc 6 possibilités. Vous devez en cocher 2. Si on regarde ici, alors s'attacher les cheveux, oui. C'est quelque chose qu'il faudra appliquer le jour des épreuves. Dans un atelier, on n'a pas les cheveux lâchés
qui risquent de s'accrocher dans les piqueuses plates ou je ne sais quoi. Donc oui, on s'attache les cheveux. Respecter la propreté pardon, des lieux. Alors oui, mais ce n'est pas une règle de sécurité. Débrancher en tirant sur la prise, évidemment que non, on n'est pas censé déjà le faire chez nous, donc on le fait encore moins dans un atelier. Porter des gants en maille, ça risque quand même de ne pas être très pratique pour coudre. Ne pas encombrer les allées par des objets inutiles. Alors oui, mais bon, c'est lors du rangement plutôt. Et protège les doigts de la mécanicienne avec ici un protège-doigts. Donc le deuxième, ça va être ça. Voilà. Donc vous voyez, cette partie-là, elle a été traitée assez rapidement, facilement. C'est des points d'ailleurs gagnés plutôt facilement. Donc on en a fini et on va pouvoir passer à la partie patronage. Donc cet exercice de patronage, on va nous demander quoi? On va nous demander de transformer le devant. C'est cette partie-là. Symétriser l'empiècement devant. Donc ici, on le transforme, là, on le symétrise. Ça, c'est l'empiècement du haut, du devant en haut. Ajouter le faux portefeuille sur le devant droit en suivant les indications du schéma. Donc ça va être le travail sur le bas de la jupe. L'ajout du croisement, du faux portefeuille, de la parmenture. Et ensuite, inscrire sur tous les éléments les indications nécessaires à la coupe et au montage, indistruer les éléments, c'est-à-dire ajouter les valeurs de couture. Voilà. Ça, ce sera cette dernière partie. Donc, tout comme les autres, sur l'autre vidéo que j'avais faite, je vais travailler sur une feuille A4, donc je ne suis pas à l'échelle. Par contre, vous aurez un patron en format A0 sur lequel vous devrez travailler. Donc, les éléments de mesure, les différentes cotes sont indiqués ici en millimètres. Donc, vous aurez bien à travailler avec ces différentes mesures qui sont données, ce qui ne sera pas mon cas ici. Je vous montre le principe et ensuite, vous verrez le jour J, vous aurez des grandes planches de patron, mais moi, je ne pouvais pas le faire puisque je n'aurais pas pu les filmer. Donc, on va commencer. Alors, je vais travailler en rouge pour que vous voyez bien. Le principe, on va prendre les éléments un par un et on va les cocher au fur et à mesure que ce sera fait pour surtout ne rien oublier. Donc, on commence sur le devant. Donc, je suis sur le patron de base qui vous sera distribué. Raccourcir le bas en tout premier. Raccourcir le bas, c'est ici. On nous demande ici de raccourcir de 150 mm, donc de 15 cm. Donc on prend, alors je travaille avec une règle japonaise et un perroquet. Voilà, ça c'est les deux éléments qui vous seront indispensables. Évidemment, la mienne est petite, vous en prenez une plus grande. Donc ici, réduire donc de 15 cm, 150 mm. Voilà. Donc alors quand c'est une ligne droite, évidemment, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Surtout, c'est facile à tracer. Une ligne droite, hein, vous mettez 2-3 repères et vous tracez. Quand il y a un arrondi, mettez quelques repères supplémentaires pour ensuite, avec votre perroquet, pouvoir passer dans... Alors, pouvoir bien tracer les angles. Donc ici, tant que c'est droit, tracez à la règle. Voilà. Et au moment où ça devient plus très droit, sortez le perroquet. Alors, perroquet ou pistolet, bon, au choix. Voilà. Donc ici, on a 15. On a réduit, comme demandé, ici de 15. Alors, je rappelle juste, sur les sujets, vous avez en général les transformations demandées d'un côté et le résultat de ce que vous devez obtenir de l'autre. Donc, vous suivez. Ici, on vous dit le trait fin, c'est la ligne de construction. Donc, c'est
C'est le patron de base, en fait, hein, c'est ce que j'avais moi, ici. Et ensuite, en gras, les lignes de contour qui correspondent, en fait, aux lignes de transformation. Toutes ces lignes-là, elles correspondent aux transformations qu'on va devoir faire. Voilà, donc raccourcir le bas, c'est fait. Ensuite, tracer la hauteur de l'empiècement parallèle à la ligne de taille. Donc ici, c'est 120 mm, 12 cm. Donc là, pareil. Vous prenez votre règle japonaise. Alors attention, ici, pour vos mesures, attention à la pince, vous avez une pointe de pince, mais qui disparaît quand on ferme la pince. Donc, mesurez pas par rapport au haut de la pince, parce que là, vous allez avoir un pic qu'évidemment, vous ne devez pas avoir à la fin. Donc, tout ce que vous mesurez, c'est de part et d'autre de la ligne de pince. On va y arriver. De part et d'autre de la pince, plutôt, pas de la ligne de pince. Voilà, donc là, j'ai tracé quelques petits traits. Et voilà. Avec le pistolet, on trace ici 120. Alors, je vais un peu vite, hein, mais vous appliquez plus que moi. Voilà, j'ai des petits traits qui dépassent là, mais bon. Tracer la hauteur de l'empiècement. Là, c'est fait. Ensuite, tracer l'axe de symétrie de la pince jusqu'à la ligne de l'empiècement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, la pince s'arrête au-dessus de l'empiècement. On va faire descendre le point de la pince ici sur l'empiècement. Et pour ça, il faut tracer le milieu de la pince pour trouver le point sur cette ligne qui est le bon. Donc, le milieu de la pince, on trace. Alors, je le fais comme un papier. Hein. Le jour de l'examen, ici, je travaille au stylo pour que vous voyez bien. Le jour de l'examen, vous travaillez au crayon de papier uniquement parce que ça vous permet d'effacer, de recommencer. Donc, emmenez bien le crayon papier et une gomme. Si vous vous trompez, ça permet d'effacer et de recommencer. Alors qu'au stylo, ça fait des trucs tout moches. Voilà. Donc ici, j'ai retracé la pince. On comprend les mêmes points en haut et on les rejoint le nouveau point en bas. Et ça revient à faire ça. Donc tracer l'axe de symétrie de la pince, on l'a fait. Retracer la pince, c'est fait. Voilà. Donc ici, la première partie de l'exercice, on est sur des modifications plutôt simples, plutôt basiques. Ensuite, on nous demande, prends vraiment les points les uns après les autres, pas la charrue avant les bœufs. Relever par transparence, l'empiècement avec la pince et le devant droit raccourci. Donc, l'empiècement avec la pince, ça va être cette partie-là. Et le devant droit raccourci, ça va être cette partie-là. Cette partie-là, elle ne fait plus partie de notre exercice. Là, vous ne la hachurez pas, hein, mais voilà, juste pour vous montrer qu'on va s'intéresser en haut et au milieu. Alors, je ne vais pas le faire là. Le jour d'examen, vous avez des feuilles pour décalquer. Donc, on vous les donne ou vous les demandez, ça dépend. Enfin, normalement, on va vous les donner directement. C'est rarement des calques. J'avais fait l'exercice avant et j'avais décalqué les pièces. Voilà. À peu près comme ça. Donc, décalquer l'empiècement avec la pince et ensuite décalquer ici le devant droit raccourci. Donc je l'ai fait à l'avance pour pas perdre de temps pour la vidéo. Donc le jour de l'examen, vous aurez rarement du papier calque comme ça aussi transparent. Vous aurez plutôt du papier blanc fin. Mais voilà, donc n'hésitez pas, une fois que vous êtes sûr de vos traits,
à quand même bien les repasser parce que pour bien voir en transparence en fait. Voilà. Donc ici, ça, une fois que vous avez décalqué les pièces qu'on vous demande, vous allez travailler sur votre nouveau papier. Donc celui-là, vous pouvez le mettre de côté. Voilà. Et pour la suite de l'exercice, j'ai photocopié ces deux parties-là. Je les ai photocopiées pour les conserver, évidemment. Vous ne faites pas deux fois. Vous avez décalqué une première fois. Maintenant, vous allez travailler sur votre calque. Donc, moi, j'ai juste photocopié pour continuer l'exercice. Mais vous, évidemment, vous travaillez sur le calque que vous venez de faire. Vous ne refaites pas plus. On reprend notre exercice. Relevé par transparence. Ça, c'est fait. Empiècement devant droit. Ensuite, la suite de l'exercice sur l'empiècement. Donc là, on va travailler uniquement pour commencer sur cet empiècement. On nous demande de quoi? De fermer la pince. Alors, pour fermer la pince, dans le sujet 2024, je vous avais montré comment fermer une pince en la pliant. Là, je vais vous montrer une autre méthode qui consiste en fait à venir couper un des côtés de la pince. Et ensuite, vous pouvez appliquer l'une ou l'autre comme vous préférez. Je vais vous montrer les avantages de celle-ci. Donc, il y a une constante, c'est que pour pouvoir fermer la pince, de toutes les façons, il faut que le bas soit libéré. Parce que sinon, évidemment, alors, ce que je vais faire. Voilà, ici, quelle que soit la méthode que vous appliquez, si le bas n'est pas, au niveau de la pointe de pince n'est pas ouvert, vous ne pourrez rien faire, vous aurez forcément du volume, puisque c'est le principe d'une pince, de donner du volume au vêtement. Donc là, ça va donner du volume à votre papier. Donc ici, toute première chose, on va couper. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à... Enfin, de le couper complètement. On peut, on n'est pas obligé. Et ensuite, on va découper ici un des côtés. Voilà. Je laisse un tout petit bout, en fait, vous voyez. Ce qui me permet de pivoter comme ça. Hop. Voilà. Sans avoir besoin de me réaligner en bas. Je vous remonte le mouvement. Donc là, on a coupé en bas et on a laissé un petit millimètre en dessous de la ligne du bas. Ensuite, j'ai coupé ici le long de la pince sans aller jusqu'à coupe jusqu'à mon point de coupe précédent. Et là, on fait juste pivoter comme ça. Et vous n'avez plus qu'à scotcher et votre pince est fermée. Donc vous voyez ici, ça s'écarte. Hein. Donc on ne peut pas fermer une pince sans couper en bas. Ensuite, voilà, donc c'est tout. En fait, alors l'avantage de cette méthode, c'est que elle évite les surépaisseurs à cet endroit-là. Quand on plie, ça donne 4 épaisseurs de papier. Donc il y a une petite surépaisseur, ça marche aussi. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'il n'y a pas de surépaisseur. On est vraiment bien plat. Et vous voyez, on est bien raccord. Alors, le bas n'a pas bougé puisqu'il n'a pas été coupé. Et on est bien raccord en haut. Voilà. Donc ici, fermez la pince. C'est fait. Retracez l'arrondi de la taille, angle A, et l'arrondi du bas, angle B. Donc ce sont les deux petits angles qui sont ici. Voilà. Toc et toc. Comme on a travaillé sur... comme on a fermé la pince, etc. On n'est pas complètement bien arrondi. Vous voyez ici, je vous montre là, hop, ça fait un petit angle. Et donc évidemment, sur un empiècement,
On n'a pas de petit angle. Ici, il est vraiment très, très, très léger. Hein. Il est à peine. Mais on va faire comme il nous est demandé. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir à cet endroit vraiment une continuité dans l'arrondi. Voilà. C'est vraiment sur le haut, vraiment, c'est pas grand chose. Ensuite, le bas, on voit mieux là l'angle. Donc là, sur le bas, on va avoir un petit peu, on va le voir mieux. Voilà. Voilà, par rapport à l'angle qu'on avait, ici, on retrace un bel arrondi. Voilà, donc notre ligne B, notre point B. Donc l'angle A, c'est fait, le point B, c'est fait. Ensuite, alors, on nous demande de symétriser l'empiècement. J'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Je vais bricoler. J'aurais pas dû couper ici pour pouvoir vous montrer comment symétriser. Alors ça c'est des erreurs embêtantes. Et effectivement, ça vaut le coup de lire le sujet après. Alors moi je le connaissais, mais bon, prise dans la vidéo, j'ai pas pensé en le faisant. À la lecture du sujet, on voit qu'il faut symétriser. Après, quand on n'est pas dans l'exercice, on n'a pas forcément le réflexe. Donc, de base, on va appliquer un principe simple. Laisser de la place de chaque côté. Voilà. Comme ça permet ensuite de pouvoir faire tout ce qui est demandé sans se retrouver coincé avec une erreur telle que j'ai faite. Donc, je bricole, mais voilà. Du coup, ça vous donne une idée de l'attention qu'il faut porter aussi à ces choses-là. Donc, ici, on a fait tout ça. On nous demande de symétriser l'empiècement. Donc, symétriser, ça veut dire quoi? J'ai une pièce comme ça, voilà, qui correspond à ça. Et je veux avoir une pièce entière. Donc, elle ne sera pas coupée au pli, cette pièce. Elle sera coupée en une fois. Donc, en fait, ce qu'on nous demande, c'est de symétriser cette partie-là. Cette partie-là, de la recopier là pour avoir une seule pièce. Alors, deux solutions. Ça va être un peu en fonction du papier que vous avez. Bon, la première chose, pour symétriser, hop, pardon, on n'a pas le choix. Faut plier milieu devant. Ensuite, deux solutions. Soit vous avez un papier, alors là, le mien est épais, hein. Soit vous avez un papier qui vous permet directement sur l'endroit de voir les lignes. Alors moi, je les vois pas du tout. Sur l'exercice que j'ai fait, je les voyais, mais là, je les vois pas du tout. Soit vous avez un papier du coup qui est assez fin pour que vous puissiez voir directement en transparence ici les lignes. Alors on les voit un petit peu, mais honnêtement, les relever, ça va être compliqué. Si c'est pas possible, vous pouvez vous mettre comme ça. Relever ici. Alors attention, je fais quelque chose que vous ne faites pas. Hein. Ici, voilà. Je mets les petits traits. Donc ça, vous le faites. Par contre, on ne trace pas les lignes à main levée. Là, je mets des petits traits pour repérer. Hop. Et ensuite, on retrace. C'est là où vous voyez que ça peut vite devenir très fastidieux, ces exercices de patronage. Il n'y a pas de difficulté, mais ça peut être très très long. C'est mal fait hein, de mon côté. Vous faites pas les choses aussi mal le jour de l'examen. Je vous montre pour l'exercice. Mais là, je vois bien que je ne suis pas exactement sur mes points. Mais soyez vraiment précis dans vos traçages. Voilà, donc là, bon, vous avez un côté sur l'endroit, un côté sur l'envers. Et ensuite, bien, sur l'endroit, vous allez pouvoir reprendre en transparence. Pareil. Voilà. Et vous mettez quelques points.
Donc de manière beaucoup plus soigneuse que moi. Voilà. Et vous retracez. Vous retracez les côtés. Voilà. Donc ici, vous avez votre pièce complète. Avec un bout de l'autre côté, non, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, on symétrise comme ça. Donc soit en 2 fois, soit vraiment si en pliant comme ça, en ayant l'extérieur comme ça, vous arrivez à voir les traits, vous pouvez tracer directement. Là, j'ai un papier qui est trop épais, donc je ne peux pas le faire. Voilà, donc symétriser, ça c'est fait. Et ensuite, alors, on nous demande de relever l'empiècement. Avant de relever l'empiècement, il y a une chose qu'on remarque, c'est qu'ici, j'ai un droit fil qui est parallèle à mes lisières. Et là, j'ai un droit fil qui est dans l'autre sens. Alors, pourquoi notre droit fil d'un coup passe de ça, hop, à ça? Donc, ça, c'est le genre de choses, on s'arrête dessus. Et, alors, soit on le trace bêtement, mais c'est un peu dommage, soit on va voir dans le sujet, dans les éléments du sujet, ce qu'on peut avoir comme information. Et ici, on a une information qui nous est donnée, que l'empiècement devant est doublé, ok, et coupé dans le biais. Voilà, donc en fait, on a fait nos transformations à partir d'un haut de jupe que je reprends, d'un haut de jupe de base. On a repris cette partie-là, on a fermé la pince, etc. Et finalement, le styliste décide que cette partie-là sera coupée dans le biais. Ça lui donnera de la souplesse, j'imagine, pour bouger. Donc, ici, on n'oublie pas de tracer. Hop, alors, attendez. Voilà. On n'oublie pas ici, donc, de tracer notre droit fil à perpendiculaire. Alors, n'importe quoi, dans le biais. Excusez-moi. Voilà. On a donc ici notre nouveau droit fil. On nous demande ensuite de relever l'empiècement. Donc là, c'est pareil, j'avais fait l'exercice. Voilà, donc quand on relève l'empiècement, pas trop mal finalement, quand on relève l'empiècement, on relève évidemment la forme tout autour et on relève bien ce droit fil dans le biais. Notez aussi le milieu devant, vous voyez, il est là. Notez-le quand vous relevez, c'est enfin, voilà, c'est des informations ou des éléments de patronage toujours essentiels. Donc, notez-le. Ils l'ont fait ici en plus, donc on fait pareil. Voilà, donc ici, on a relevé l'empiècement. Donc, toujours pareil, je suis sur du calque et vous faites avec les feuilles qu'on vous donnera. Ensuite, là, donc on en a fini avec cette feuille de transformation. Et on passe ici à la suite. Donc là, on va travailler sur cette partie-là. On est ici. Pour l'instant, cette partie-là de croisure n'existe pas. Voilà. Donc, on nous demande de la tracer. Donc, tracer la croisure du faux portefeuille. Donc, la croisure du faux portefeuille, c'est ici. Alors, je vais reprendre juste
le modèle de la jupe. Parce que, en fait, il va nous permettre de comprendre l'exercice qui est demandé par la suite. Donc, sur le devant ici, ce qu'on voit, ici, on voit le milieu dos. Vous voyez? Ici, on a le milieu dos. Si je fais quelque chose comme ça, toc, si je trace le milieu, si je me sers de ce repère pour tracer le milieu devant, qu'est-ce que je vois? C'est que mon milieu devant, il est ici, mais qu'il y a une partie là qui dépasse sur l'autre côté. Donc là, on n'est pas sur un modèle symétrique, on est sur un modèle qui aura un devant droit et un devant gauche. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans... j'ai plus... Attendez. Voilà, c'est ce qui est indiqué ici dans la nomenclature. On a bien un devant droit, un devant gauche, avec un devant droit qui dépasse sur le devant gauche. Ces dessins, ils sont vraiment toujours très importants et très intéressants à regarder parce qu'ils donnent beaucoup d'indications. Donc là, on voit bien que on a le milieu devant et qu'on va avoir ici la fameuse croisure qui va dépasser. Donc ici, j'ai ma jupe. Donc on me demande de tracer à 140. Donc je vais tracer 140. Donc toujours pareil, hein, je ne suis pas à l'échelle, mais vous, oui. Le jour d'examen, faites bien attention. Je ne suis pas du tout à 140. Vous devez être à 14 cm. Moi, je suis à moins, mais c'est normal. Voilà, à peu près ici. Hop, ensuite, je rejoins. Voilà. Et ici, j'ai 140 et j'ai ma croisure. Donc, cette partie-là sur notre dessin. Donc, tracer la croisure du faux portefeuille, ça c'est fait. Et ensuite, ajouter la valeur de parmenture pour le faux portefeuille en positionnant sur feuille de coupe et en respectant les implombs. Donc, la valeur du faux portefeuille, on a un dessin ici qui nous dit qu'on va avoir en fait, ici c'est l'endroit de notre jupe et qu'on va avoir ici un rempli de 200 mm, donc 20 cm. Si on essaie de comprendre ce qui va se passer, c'est que ici, j'ai ma croisure, 240, et là, évidemment, je ne vais pas avoir un bord qui va être surfilé ou je ne sais quoi. Ce bord va être replié. Et ce rempli, il va être de 140, donc de la valeur de ma croisure, plus 6 cm de plus sur une jupe portefeuille. Comme ça s'ouvre, etc. On essaie d'avoir une propreté qui va assez loin, sinon ça risque de se voir. Donc, mon milieu devant, ma croisure, et donc en fait c'est à cet endroit-là que ça va se plier. Vous voyez, ça va retourner vers l'intérieur. Donc la parmenture, elle va englober les 140 et elle va englober un petit peu ici. On nous dit une chose, en respectant les aplombs. Ici, le principe, c'est que quand on va plier la parmenture, au fini, voilà, notre devant droit, il sera comme ça. Et la parmenture, elle va, hop, être par ici. Je ne l'ai pas encore tracée, mais elle va être là, comme ça. Ce qu'il va falloir, c'est que le haut de la parmenture vienne complètement épouser le haut, ici, de la partie jupe. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir quelque chose qui part tout droit comme ça. Alors là, honnêtement, c'est presque droit tout le long. Hein. Donc, ça va être facile d'être à l'aplomb. Mais en imaginant que vous ayez quelque chose qui parte comme ça, très en l'air, j'exagère volontairement. Hein. Si vous tracez une parmenture qui va tout droit, vous allez avoir un problème au moment où vous allez coudre. Il va vous en manquer un bout, vous allez avoir une partie qui n'est pas prise dans la marge de couture, etc.
Donc, dans ces cas-là, il faudra bien que votre parmenture épouse cette forme-là. Voilà, il faut s'imaginer au fini, en fait, quand on va réaliser le vêtement en tissu. Donc là, en toute honnêteté, alors à voir sur le A3, enfin sur le A0, pardon, sur le modèle en A0, en toute honnêteté, on est quand même vraiment quasi droit. Donc là, je vais tracer ma parmenture, pardon. Donc, toujours pareil, vous êtes à 20 cm. Je suis à moins parce que je ne suis pas à l'échelle. Voilà. Alors, vous faites bien attention aux mesures. Là, je n'ai pas remesuré cette partie-là versus celle-là. Il faut vraiment que ça fasse la même taille. Et donc, en imaginant que notre haut, je vais le tracer. En imaginant qu'à partir de là, je vais faire l'envers, hop, on est un haut de jupe qui partent comme ça. Voilà. Ce qu'il faudrait faire pour la parmenture, c'est par transparence. Voilà, par transparence, voilà, je ne vois pas du tout, mais d'avoir, je le fais au hasard, hein, d'avoir la même courbe ici en haut. Voilà. Je le fais vraiment pour l'exemple. Je ne suis pas à l'échelle, je ne suis pas correcte, mais voilà, c'est pour vous montrer ce qu'on veut dire par respecter les aplombs. C'est que quand vous repliez, les deux bords de tissu sont bien d'aplomb, ont bien la même forme. Voilà, donc là, franchement, ça a l'air très très droit. Voilà, donc ajouter la valeur de parmenture, c'est fait. Nous avons vu au passage ce qu'étaient les aplombs. Et là ensuite, dernier exercice, on nous dit ajouter les valeurs de couture, l'écran nécessaire, les indications utiles à la coupe et au montage. Donc là, ce qu'on a, les éléments qu'on a, ça va être celui-là. Celui-là, on ne vous a pas demandé de le décalquer, de le relever, ou je ne sais quel terme. Donc vous le gardez comme ça. Vous allez travailler directement sur le patron, voilà, sur lequel vous avez fait vos transformations. Alors, je note ici les cotes et la dénomination des différentes parties. Vous, le jour d'examen, vous n'êtes pas obligé de le faire. Après, honnêtement, si vous le faites, c'est pas très grave. Mais bon, voilà, comme c'est censé être la pièce finie, vous pouvez le noter pour vous. Comme vous travaillez au crayon de papier, au dernier moment, vous l'effacez. Ça marche aussi. Donc, on a ça. Et ensuite, on a notre partie là. Pardon. J'ai déjà perdu. Voilà, on a cette partie-là, par contre, qu'on a relevé par transparence. Celui-là, on l'a décalqué, pas celui-là. Donc, on va travailler au final sur ces deux morceaux-là pour industrialiser les éléments. Alors, pareil, les marges de couture, elles sont ici. Donc ici, on nous dit quoi? Alors, c'est pareil, je les ai préparés parce que sinon ça allait prendre beaucoup de temps de les tracer. Je vous conseille pour les valeurs de couture de les balayer l'une après les autres, les mettre au bon endroit et comme ça à la fin, vous êtes censé avoir quelque chose où il y a toutes vos marges de couture. Plutôt que de faire un bout là, etc. Bon, vous organisez comme vous voulez. Voilà. Mais je vous conseille de les faire une par une, comme ça vous n'en oubliez pas. Donc ici, on nous dit quoi? Assemblage, côté et milieu dos, couture ouverte. Donc le milieu dos, c'est ici. C'est une information qui nous est donnée, mais qui ne nous est pas utile, puisque nous avons travaillé uniquement sur cette pièce-là et sur cette pièce-là.
Donc ce qui nous intéresse, c'est ces 2 pièces. Donc côté et milieu dos. Donc ça veut dire qu'ici sur les côtés, on va avoir 15. Et là, donc 15 ici, 15 ici. Ici, on aura 15. Il y aura 15 aussi sur le devant gauche. Mais le devant gauche, on ne l'a pas, donc on ne va rien en faire. Donc sur nos pièces, c'est pareil, hein, je les ai photocopiées pour préparer. Et vous travaillez sur les pièces dont on a parlé. Donc vous avez ici sur l'empiècement 15 de chaque côté. Et ensuite, sur la partie jupe, vous avez 15 d'un seul côté, puisque cette partie n'est pas assemblée sur le côté. Ensuite, empiècement sur jupe, dos et devant, couture couchée. Donc l'empiècement sur jupe, dos et devant, ça va être cette couture ici, voilà, qui rejoint l'empiècement et la jupe, et la même chose sur le dos. Le dos nous intéresse toujours pas. Par contre, ici, la valeur de couture entre ces 2 parties-là, évidemment, nous intéresse. Donc, on nous dit 10 mm. Donc, on va assembler cette partie-là avec cette partie-là. Donc, j'ai 10 et 10. Coulissage, finition de taille. Donc, la taille, ça, c'est une valeur de couture qui ne va concerner que l'empiècement. Donc, on nous dit que la valeur de coulissage est de 7 mm. Donc, c'est ici 7 mm. Ensuite, rempliage. Donc, les parties rempliées, il y en a 2. Il y a le bas de jupe et la parmenture. On nous dit quoi? Le bas de jupe, 40 mm. Donc, ici, on ajoute 40 mm. On regarde ici quelles sont les finitions, aussi bien pour le bas de jupe que pour la parmenture. Faux portefeuille, finition parmenture surfilée. Ça veut dire qu'ici, après les 200, là, on va avoir un surfil. Donc, puisqu'il y a un surfil, il n'y a pas de marge de couture à rajouter. Donc ici, on ne rajoute rien, on laisse tel quel. Et ensuite, ici sur le bas de la jupe, l'indication est donnée ici. Bas fini par un rempli surfilé et point invisible. Donc ça veut dire que ce rempli-là de 40 mm, la valeur qui nous est donnée ici, hein, de 40 mm, ici ce sera surfilé, remplié évidemment sur l'envers, et il y aura un point invisible qui viendra maintenir cet ourlet. Parfois, pour les bas de jupe, vous pourriez avoir, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, mais ils vous donnent 2 valeurs. Ils vous donnent 10 et 30 par exemple. Ça veut dire que vous avez un premier rempli de 10 et ensuite un deuxième rempli de 30. Donc ça fait bien 40 au total. Mais c'est vrai que la formulation, je ne l'ai plus en tête, la formulation peut être un petit peu déroutante. Je ne sais plus comment ils formulent ça. Mais voilà, si vous avez un bas de jupe qui est, ici c'est surfilé et fixé au point invisible, vous pouvez avoir des bas de jupe qui sont rempliés, avec un rempli. Un petit rempli, donc plus petit, c'est pas 20 et 20, c'est 10 et 30. Donc ça veut dire qu'au total, ça fait bien 40, mais que vous aurez ici un premier de 10, voilà, et un deuxième de 30, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, et donc là, on a fait le tour. Nos 2 pièces ont bien leur valeur de couture. Il ne reste plus qu'à ajouter la valeur de couture. L'écran nécessaire. Alors l'écran, ce que j'ai noté comme cran, j'ai noté le milieu devant sur l'empiècement ici. Je l'ai noté ici. Je l'ai noté en bas. C'est toujours intéressant de savoir où est le milieu devant d'une pièce. C'est voilà. Donc je l'ai noté aussi en bas. Hop, excusez-moi. Je l'ai noté aussi en bas.
voilà, pour moi, c'est une information importante à avoir. Donc, j'ai préféré la noter. Ensuite, dans les autres crans, donc sur l'empiècement, j'en ai pas noté d'autres. Ici non plus. Enfin, si, ici, justement, j'en ai noté une. Ici, j'ai noté le cran du rempli de la parmenture, en haut et en bas. Ça, c'est des informations qui permettent de remplir au bon endroit. Alors, évidemment, on presse au fer et on vérifie toujours que ça fait bien 200 sur toute la hauteur. Mais déjà, on a une première indication avec ces crans. Voilà. On pourrait éventuellement, alors c'est vrai, je ne l'ai pas fait, mais on pourrait le faire, noter ici un autre cran à 140. On pourrait le faire. Juste être bien sûr que entre là et là, il y a bien la même valeur qu'entre là et là. C'est toujours pareil. Si on est sûr de son coup, qu'on a le temps de bien mesurer, de bien mettre au bon endroit, on le fait. Si on est un peu à l'arrache, il vaut mieux pas en mettre que de mettre un truc qui est décalé. Voilà. Puisque les crans ne tomberont pas l'un en face de l'autre. Donc on a fait les valeurs de couture, on a fait l'écran. Et ensuite, on nous dit les indications utiles à la coupe et au montage. Donc ça, ce sont ces informations-là. Alors ici, dans le sujet, je suis désolée, j'en ai partout. Dans le sujet, voilà, on nous disait qu'on passait du modèle BA200 au modèle AG205. En général, sur les patrons qu'on achète, hein, il y a le nom du modèle est dessus. Donc, j'ai indiqué jupe AG205, la taille 38. La taille était présente sur le patron de base. Donc, on la reporte. Elle n'est pas toujours présente, la taille. Si on l'a, on la met. Si on ne l'a pas, eh bien, on ne la met pas. Parfois, c'est indiqué de taille unique. Donc, voilà, si on l'a, on la met. Ensuite, la désignation de la pièce. Ici, c'est empiècement devant. Ici, c'est le devant droit. Alors, on met aussi le numéro des pièces. Le numéro des pièces, il est là, sachant que le 10, c'est une fermeture à glissière. C'est pas du tissu. Donc, dans les tissus, on a le tissu extérieur qui sera donc du tissu écossais en laine. Et ensuite, on a du thermocollant. On a 2 pièces de thermocollant. Donc, le nombre de pièces à découper, ce sera 9. Donc, ici, je me suis trompée. J'ai mis 11, excusez-moi. 9. Voilà. Donc, l'empiècement devant, c'est 4 sur 9. Et le devant droit, c'est 1 sur 9. Donc, 1 sur 9 devant droit, 4 sur 9 empiècement devant. Le nombre de fois à couper. Couper une fois, on coupe une fois à la 4. Alors, effectivement, l'empiècement est doublé. Par contre, il y a une pièce de doublure spécifique à la doublure. Donc, comme c'est une pièce, il existera une pièce numéro 6 pour la doublure. Donc, on la coupe bien en une seule fois. Le dos, lui, c'est une autre pièce qui sera coupée en double. Le devant droit, c'est pareil, on le coupe une fois. Alors, souvent, les devants, on les coupe 2 fois ou on les coupe au pli. Ici, on est sur un modèle asymétrique. Donc, on va couper une seule fois et ensuite, on coupera une seule fois le devant gauche. Et j'ai ensuite indiqué le type de tissu. Alors là, j'ai marqué tissu écossais, ce qui était noté. On peut mettre tissu extérieur. Voilà, on peut préciser comme ça donc, dans quel tissu sera coupée la pièce. Voilà. Et on en a terminé. Donc, vous rendrez ça, plus tous les éléments de transformation, on rend tout. Ça vous sera dit par les examinateurs ou examinatrices le jour de l'examen. Mais il vaut mieux tout rendre avec toutes les étapes de transformation. Comme ça, ils voient quel a été votre cheminement. Voilà, eh bien, le sujet est sur Eduscol. Vous pouvez le trouver sur le site d'Eduscol, dans la catégorie CAP métier de la mode vêtements flous. Je vous invite à vous entraîner et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Au revoir.